Je suis changeante, je suis injuste, je suis volage, je suis infidèle, je suis impatiente et je peux être très très ingrate. Et comme moi, le consommateur qui est en chacun de vous est également tout ça. Je pense que ça va parler aux chefs d'entreprise qui sont présents avec nous aujourd'hui. Après la mondialisation, après la révolution technologique, il a fallu répondre aux exigences de ce nouveau client qu'on a un petit peu de mal à cerner et face auquel il peut y avoir un petit peu de défiance. Ce qu'il faut comprendre en filigrane, avec aujourd'hui le défi évidemment de l'urgence climatique. Ce qu'il faut comprendre en filigrane, c'est qu'il y a de plus en plus de sujets, que tout va beaucoup plus vite et qu'on n'a plus le temps de traiter les problèmes les uns derrière les autres. Alors évidemment, on peut décider d'aller plus vite. Aller plus vite, c'est appuyer à fond sur le champignon et risquer, in fine, de se prendre le mur, et plutôt violemment. Ce qu'on a moins en tête, c'est que cette notion d'accélération dont on va beaucoup parler, cette accélération, elle peut s'obtenir soit par la vitesse, mais elle peut aussi s'obtenir par le changement de direction, et bien souvent, surtout, par un subtil mélange des deux. Dans cette course, on a voulu savoir quels étaient les business models qui font l'économie aujourd'hui et ceux qui vont nous aider à bâtir l'économie de demain. Alors, est-ce qu'il s'agit juste de bouger quelques curseurs sur la table de mixage ou est-ce qu'il faut entendre que non, mais là, il va falloir arrêter la musique là tout de suite et passer à autre chose? Est-ce que pour répondre tout de suite, on doit forcément s'obliger à changer son business model? Et si on le change, comment est-ce qu'on le fait évoluer? Est-ce que les business models traditionnels que l'on connaît aujourd'hui sont devenus obsolètes? C'est à ces questions-là qu'on a essayé de répondre à travers cette étude. Olivier, je te laisse nous présenter Mazars et le contenu de l'étude. Merci Stéphanie. Chez Mazars, nos auditeurs, nos consultants ont la chance de servir des clients formidables. Et tous ces clients nous le disent au quotidien et à tous les niveaux. Ils ressentent un phénomène particulier qui se superpose aux nombreuses transformations qui sont en cours. Ce phénomène particulier, c'est l'accélération. Et c'est la raison pour laquelle nous avons décidé de décrypter ce phénomène. On va y revenir pendant cette session, bien évidemment, décrypter ce phénomène d'accélération qui a des moteurs sur lesquels on aura l'occasion de revenir, des impacts profonds qui engagent des responsabilités un petit peu différentes. Et c'est un sujet qui nous passionne, nous aussi, l'accélération. D'une part, parce que nous sommes au service de nos clients, grands groupes, ETI, entrepreneurs et start-up, bien évidemment. Et parce que Mazars, c'est aussi un projet d'accélération. Pour l'illustrer, nous étions 15 000 en 2015, nous sommes aujourd'hui 40 000, incluant notre alliance en Amérique du Nord. Donc c'est un exemple qui nous passionne et sur lequel j'aurai l'occasion de revenir un petit peu plus tard. Alors, cette étude, nous l'avons sortie hier soir, donc on est en pleine actualité. N'hésitez pas à vous la procurer sur mazars.fr, bien évidemment. Et je vais commencer en revenant sur les 4 grands moteurs qui font justement cette accélération. Alors Stéphanie les a introduits tout à l'heure. Il y en a 2 assez classiques qui sont les technologies et la mondialisation. La technologie permet une circulation de l'information toujours plus rapide. La technologie évolue de façon effrénée, finalement. On est en train de réfléchir au déploiement de la 5G. Les Chinois sont déjà en train d'investir des sommes considérables sur la 6G. La mondialisation, la propagation du coronavirus, c'est un exemple un peu trivial, mais son impact sur les marchés financiers illustre bien ce phénomène de mondialisation, même si demain, c'est le Brexit. Bon, ça nous permet de réfléchir un petit peu. Et puis, il y a deux autres phénomènes. Le consommateur, tu en as parlé. Moi, je ne suis pas volage, je ne suis pas impatient, mais lui, le consommateur, l'est énormément. Et ce consommateur, c'est aussi le collaborateur, c'est aussi le citoyen qui nous challenge quotidiennement sur les enjeux de l'urgence climatique. Davos en a fait son point principal. Aujourd'hui, la question sur l'urgence climatique, c'est plus de savoir ce qu'on fait, mais de savoir si on a encore le temps. Donc ce phénomène d'accélération qui crée des turbulences nombreuses, des impacts tout à fait intéressants, nous oblige les entreprises, et nous on l'entend de la part des dirigeants de toutes les fonctions, à tous les niveaux, à faire évoluer justement les business models de cette entreprise pour embrasser ce phénomène qui est aussi un phénomène formidable, qui crée beaucoup d'opportunités, qui offre énormément de leviers.
Alors, je vous propose qu'on revienne sur 3 des business models qui sont des business models qu'on connaît déjà et pour certains d'entre eux qu'on appelle les business models traditionnels pour illustrer un petit peu leur évolution et la tendance qui va se dessiner dans les années à venir. Tout d'abord, le business model du crowdfunding. Alors, le crowdfunding, c'est pas nouveau. On va chercher des particuliers, on va chercher le financement de projets auprès d'une volumétrie importante de contributeurs pour des petits tickets. Donc, il y a des plateformes très connues comme KissKissBankBank ou comme My Major Company qui ont fait naître des très très beaux projets par ce biais-là. Le principe, et moi j'aime bien faire le parallèle avec une tendance dont on a beaucoup parlé dans l'année 2018, ce sont les levées de fonds en crypto actifs. Les ICO, on en a beaucoup entendu parler et c'est vraiment calé sur ce modèle-là. Qu'est-ce qu'il faut en retenir, qu'est-ce qu'il faut en comprendre? C'est qu'aujourd'hui, on est en train de faire évoluer la gouvernance des entreprises et des projets. On va chercher auprès des investisseurs un acteur qui va aussi s'occuper de la promotion du futur produit. On va chercher aussi chez l'investisseur un acteur qui pourra être son futur client, qui pourra être son fournisseur, qui pourra être son salarié. Donc aujourd'hui, la loi va déjà dans ce sens pour un certain nombre d'initiatives au niveau des groupes, plus ou moins importants. Mais surtout, on est en train de faire évoluer cette gouvernance pour le participatif et pour aller chercher un alignement des intérêts qui n'existe pas aujourd'hui, qui existe peu et qui est beaucoup critiqué sur les marchés financiers, par exemple. Un autre des business models aussi qui est assez intéressant, c'est le customer data. Donc évidemment, c'est le business model phare des GAFA. Les GAFA ont dit quoi? Ils ont dit, voilà, vous, les entreprises, vous avez un monceau de données extraordinaires sur vos clients, mais en fait, vous n'en faites pas grand-chose. Donc surtout, bougez pas, vous vous occupez de rien, on va s'occuper de tout. Ils ont réussi à monétiser ces données de manière évidemment exponentielle et extrêmement significative. La question qui se pose aujourd'hui, c'est quand je vais valoriser une entreprise, je vais aussi me poser la question de cette entreprise dispose de beaucoup de bases de données. Est-ce qu'elle a été capable d'en faire quelque chose? Est-ce qu'elle s'est posé la question de leur monétisation? Et est-ce qu'elle n'est pas en train de se faire voler, chaparder une partie, un complément de revenu qu'elle pourrait utiliser pour elle-même? Et enfin, un dernier point qui est assez intéressant aussi et qui va dans le sens de cette urgence climatique et de la volonté du citoyen, c'est le business model ce qu'on appelle le razor and blade, c'est-à-dire le rasoir jetable, enfin, la lame interchangeable. Bien sûr, là, on est sur un modèle qui a fait son temps. On a quand même le sentiment aujourd'hui qu'une machine qui ne fonctionne qu'avec une forme de capsule, ça commence à être un petit peu compliqué, qu'on n'est plus complètement d'accord pour participer à ce genre de démarche. Et évidemment, ça pose la question de l'environnemental. Donc, on peut quand même imaginer que ce business model-là a vraiment fait son temps aujourd'hui. Alors, un autre enseignement de notre étude concerne les partenariats. Donc, à un moment où les frontières de l'entreprise n'ont jamais été aussi poreuses, où on parle de plus en plus d'entreprises étendues, un élément de réponse justement pour embrasser cette accélération, pour faire bouger les lignes, faire évoluer les business models, c'est les développements des partenariats. Donc des partenariats de toute nature, sur la vente, sur la R&D, c'est des JV, c'est des investissements, c'est des accords spécifiques entre des éditeurs et entre d'autres sociétés. Pourquoi les partenariats? C'est la recherche des meilleurs talents finalement, et l'entreprise a ses talents, mais n'a pas forcément les talents pour servir tous les domaines. Et on voit bien que dans l'accélération, il faut être très très ouvert. Première chose, et les partenariats, c'est passer par l'extérieur pour aller plus vite également et casser, couper finalement des cycles qui sont parfois encore un peu longs, même si tout le monde ressent bien ce phénomène d'accélération. Donc nous, on est très adeptes de ce modèle chez Mazars. Je vais vous donner 3 exemples. Le premier, et je vous encourage à aller visiter notre HR Family au -1 ici. Nous travaillons notre politique RH avec de nombreuses startups et vous les verrez sur notre showroom. Un deuxième exemple, c'est l'excubation de certains de nos services où nous créons les conditions pour nos équipes, pour certaines de nos équipes, de développer des projets entrepreneuriaux. Et donc c'est une forme de partenariat interne finalement, en les libérant quelque part de ce qu'est une entreprise, même une belle entreprise comme Mazars. Et une troisième illustration de ce partenariat, c'est notre partenariat avec Zuora dans le domaine de l'économie de l'abonnement. Et je passe la parole à mon ami Philippe.
Merci Olivier. Effectivement, on intervient aux côtés de Mazars en tant que témoin d'une accélération majeure sur le marché qui est celle la mise en œuvre des modèles d'abonnement, des modèles de consommation à l'usage. Alors on a parlé de l'hyper-digitalisation de la relation client, on a parlé de la technologie qui vient partout dans les assets, on parle d'intelligence artificielle, d'objets connectés, tu parlais tout à l'heure des data, j'analyse les usages des produits, je comprends la manière dont les consommateurs utilisent mes produits, moi en tant que manufacturier, et je me retrouve face également à une exigence extrêmement forte qui est celle de la société, du développement durable, et de l'exigence aujourd'hui qu'ont les consommateurs de vouloir consommer d'une manière beaucoup plus saine pour préserver les développements futurs. Et là, on rentre de plein pied dans l'économie de la fonctionnalité. On rentre de plein pied sur une opportunité qui s'ouvre aux entreprises, parce qu'on est toujours dans une dynamique de top line, de recherche de croissance, une opportunité pour non seulement encourager cette économie de la fonctionnalité, cette économie de l'usage, non seulement rentrer dans des standards parfaitement présents, mémorisés par les clients qui sont des expériences clients du type Netflix. C'est simple en termes d'engagement, c'est une application. En termes de mise à disposition du service, en 5 minutes, j'accède et je profite d'un moment mémorable en famille ou avec des amis. Et 10 minutes plus loin, j'ai même droit à une recommandation parce qu'on a analysé quels avaient été mes choix de visionnage et les styles de films que je voulais regarder. Et on va me proposer naturellement une amélioration de mon expérience client. Donc, quand on assimile tous ces éléments, eh bien aujourd'hui, on constate, nous, la société Ziura, quand on regarde les clients que nous avons en France, si on parle uniquement de la France, certes, on va avoir des startups, des sociétés qui, par défaut, vont naître sur des modèles récurrents d'abonnement, de consommation à l'usage. On a un merveilleux client qui s'appelle Doctolib, extraordinaire, qui a complètement révolutionné l'engagement des gens comme nous par rapport à une profession médicale. Aujourd'hui, 54% des rendez-vous médicaux sont pris en dehors des horaires d'ouverture d'un cabinet médical. Donc c'est principalement la nuit. Ils ont des centaines de milliers d'abonnés. Quand on parle d'abonnés, ici on parle de professionnels, on parle d'hôpitaux qui ont automatiquement généré un chiffre d'affaires supplémentaire, qui ont réduit leurs coûts d'exploitation administratifs liés à la prise de rendez-vous en général. Et nous, clients finaux, on est dans une expérience qui est très riche. Et finalement, ce qui est en train de se dessiner, c'est l'émergence d'un écosystème de services autour du patient, qui va être mise en place par Doctolib, pour pouvoir étendre une plateforme de service et une démarche de monétisation sur de l'usage, mais autour d'univers qui vont être adjacents à l'univers purement médical qui nous intéresse. Et c'est ça, cette stratégie. L'accélération au niveau du business model, c'est celui-ci. Mais ce n'est pas simplement l'apanage de start-up. On peut parler de sociétés comme Schneider Electric. On parle d'un pivot complet en termes d'accélération. Aujourd'hui, Schneider Electric, 20% de son revenu dans les 5 prochaines années sera lié au modèle de l'abonnement. Quelle était leur problématique? Avant, ils étaient dans le B2B2C. Ils connaissaient 20% de leurs clients, uniquement des grands comptes. Après, il y avait Rexel, Sonepar qui récupérait les produits et qui les distribuait. Un jour, ils ont été disruptés par les GAFA qui sont venus au milieu de la relation et ils se sont dit « Waouh, on risque de se faire disrupter, on va perdre la connaissance de ce client, il faut créer ces plateformes applicatives et on ne va non plus vendre nos produits, des capteurs, des senseurs, mais on va mettre à disposition un service sous forme d'abonnement, par exemple, pour améliorer l'efficacité énergétique d'un bâtiment. Ce bâtiment est peut-être équipé par Schneider, des capteurs. Vous n'allez plus acheter les capteurs, mais vous allez souscrire un abonnement qui va être indexé sur un autre com, qui va être la réduction de mon coût d'exploitation énergétique du bâtiment. Donc, ils se rémunèrent uniquement sur la réduction de la facture électrique de la part de leurs clients. Voilà le type de modèle d'abonnement qui peut se mettre en place. Et là, chez Schneider, c'est un pivot. C'est l'organisation de manière centralisée qui décide, toutes lignes de produits confondues, d'engager ce modèle. On a d'autres modèles, des clients comme EDF. Ils ont créé une plateforme qui s'appelle Sowi, une société qui s'appelle Sowi. Sowi, start-up interne, modèle différent. Là, il s'agit d'un produit connecté que vous installez chez vous, une application que vous installez sur votre téléphone et qui vous permet de piloter à distance votre facturation d'énergie, le chauffage de votre maison. Et quelle est la révolution ici? Vous pouvez très bien essayer de réduire, de piloter votre consommation énergétique par la facture, par votre budget disponible. Et cette petite plateforme, cet objet connecté SOI, va moduler au fur et à mesure de la journée en fonction de la connaissance qu'il a de vos usages, la consommation et l'électricité et la température, par exemple, de votre habitat. Après, même stratégie, plateforme de service, à l'usage, je vais agréger d'autres services,
tels que des alarmes, des principes d'assurance. Je vais même équiper par défaut avec des services les futurs bâtiments, appartements qui vont être achetés ou construits par des Bouygues ou autres organisations et sociétés immobilières. Donc le point ici, il est que cette révolution, cette accélération au niveau du business model de l'abonnement et de la consommation d'usage, elle est présente partout, elle est opérée de manière différente, mais elle est très impactante au niveau des processus métiers. On parle de start-up interne, on parle d'acquisition d'un nouveau type de client, comme tu le disais, éternellement insatisfait. Comment je vais acquérir ce client? Quel est ce nouveau canal d'engagement? Comment je monétise ce client? Il ne s'agit pas, autre problématique sur laquelle Mazars, vous nous aidez et on travaille ensemble, c'est l'architecte de ce nouveau modèle économique, c'est le directeur financier. Quel va être le calcul de la valeur? Comment je vais optimiser ce client? Je vais l'engager gratuitement en modèle freemium. Je vais l'obliger à contracter un contrat gratuit pour qu'il ait conscience de la valeur qui est mise à disposition dans l'exploitation gratuite de certaines fonctionnalités. Et une fois que j'ai acquis une connaissance sur ses usages et ses préférences et les points de valeur, je vais commencer à partir sur une stratégie premium monétisée. Le point ici, il est de dire que l'impact et l'enjeu sur l'accompagnement des entreprises, la transformation, l'humain, l'incubation de ces modèles économiques, l'accélération, la mise en place d'indicateurs, faire de l'A/B testing, comprendre ces points de valeur, ça impacte l'ensemble de l'organisation et des processus métiers d'entreprise. Et l'humain est au cœur de ces enjeux. Et je pense que l'analyse, étude que vous avez menée, Olivier, vous a permis de retirer des enseignements clés. Quels sont les principaux enseignements que tu voudrais mettre en exergue? Alors effectivement, nous entrons dans le Money Time. Donc nous avons dégagé 10 enseignements principaux et vous pourrez les retrouver dans notre étude. Bien évidemment, j'ai choisi d'en illustrer 3 ce matin. Le premier, c'est remettre l'humain au cœur du pilotage. Le deuxième, c'est inventer de nouveaux indicateurs. Je terminerai par le troisième, évidemment, puisqu'il y en a 3. Remettre l'humain au cœur du pilotage, ça veut dire quoi? Ça veut dire, d'abord, et je pense que c'est un préalable, il faut, pour l'ensemble des collaborateurs, partager avec eux une stratégie la plus claire possible. Parce que dans le phénomène d'accélération et ses turbulences, avoir des points de repère, c'est plus que jamais indispensable. Point numéro 2, pour remettre l'humain au cœur du pilotage, c'est assumer, accepter des délégations, des vraies délégations, rapprocher finalement la décision du terrain. Ça permet évidemment de raccourcir les processus de prise de décision, ça permet de casser un petit peu le temps long. Inventer de nouveaux indicateurs, c'est encore une affaire d'humain. Et chez Mazars, on aime bien l'humain, on est une entreprise de talent. Donc inventer de nouveaux indicateurs, c'est d'abord mesurer l'impact de cette accélération sur les femmes, sur les hommes, sur les équipes, mesurer leur sécurité psychologique. C'est les équipes en sécurité psychologique qui sont les meilleures, finalement. Ce n'est pas que l'addition de talent qui fait la force d'une étude. Et puis c'est mesurer aussi l'impact des entreprises, des groupes, sur la société. Et nous, chez Mazars, on préconise le renforcement du développement des indicateurs extra-financiers avec des référentiels un petit peu plus homogènes au niveau mondial. Troisième enseignement, l'accélération n'est pas la précipitation. Accélérer, c'est pas gesticuler. Et finalement, pour réussir son parcours d'accélération, il faut aussi parfois savoir s'arrêter. Un dernier message avant de passer la parole à Stéphanie qui conclura. Tous les dirigeants que nous avons rencontrés dans cette étude sont vraiment enthousiastes dans cette période si particulière. Parce qu'encore une fois, elle offre des opportunités incroyables, des leviers conceptuels qui n'ont jamais existé. Et ils ont tous une préoccupation qu'ils ont abondamment partagée avec nous, c'est d'embarquer leurs équipes, d'embarquer leurs partenaires. C'est un exercice pas facile, évidemment, mais ils l'ont tous en tête. Je pense que vous l'avez bien compris, ce qu'on a illustré ici, c'est que pour réussir l'accélération, on a besoin de tous, on a besoin de vous. Aujourd'hui, ce qu'on note, c'est ce qui vous habite, c'est-à-dire votre optimisme, votre enthousiasme et votre volonté. C'est clair que c'est plutôt des gros mots en ce moment, parce qu'on est quand même dans un monde du verre à moitié vide. Donc, ce n'est pas des gros mots, ce sont vos armes et ce sont nos armes. Et je reprendrai une phrase qu'on entend beaucoup actuellement, ce n'est pas nos armes pour affronter le futur, mais c'est plutôt nos armes pour inventer le futur. Donc, si on peut rester dans cette dynamique positive, c'est avec grand plaisir qu'on est à vos côtés pour ça. Donc, je vous propose auprès de nous de Get a ticket to ride on the new economy. Et on attend vos questions. Merci. Bonjour.
Merci beaucoup pour votre intervention qui était très intéressante. Moi, j'avais une question concernant l'accélération et vous aviez dit notamment il y a quelques minutes que l'entreprise devait être claire vis-à-vis des collaborateurs sur la stratégie pour pouvoir faire en sorte qu'elle soit acceptée. Est-ce que vous pensez qu'il peut y avoir aussi un modèle d'accélération basé sur les collaborateurs qui prennent en compte finalement leurs attentes, leurs craintes vis-à-vis de l'entreprise, à l'heure où aujourd'hui on parle de plus en plus d'entreprises décentralisées, on parle de plus en plus de métiers, de slashers, tout ce genre de choses. Comment est-ce qu'une entreprise peut accélérer dès le départ en prenant en compte finalement le facteur humain comme étant un vecteur d'accélération fort ? Je vais commencer à répondre, mais Stéphanie et Philippe, aidez-moi aussi. En fait, j'ai terminé là-dessus. Toutes les accélérations qui vont réussir sont les accélérations qui vont embarquer, bien évidemment, la dimension humaine. On a beaucoup d'exemples en tête d'entreprises qui, de plus en plus, testent, mesurent finalement l'adhésion sur tout un tas de domaines. Ça peut être l'adhésion à un plan stratégique, ça peut être l'adhésion à des choix d'organisation, ça peut être l'adhésion à des projets nouveaux, des outils nouveaux. Donc je pense qu'il y a une conscience quand même de plus en plus marquée dans les entreprises de l'importance d'embarquer au quotidien et dans tout un tas de dimensions les équipes et le facteur humain. Et réciproquement, l'entreprise moderne, entre guillemets, bien évidemment, ça va être modeste avec les vocables, elle doit créer les conditions, effectivement, de ce que vous dites, de l'émergence d'accélération qui vient aussi des équipes, de nouvelles idées, de nouveaux projets, de nouvelles offres. En tous les cas, je l'ai évoqué tout à l'heure, nous, on essaie d'encourager ça avec nos équipes. Et on a un bel exemple, assez récent finalement, d'une équipe qui nous a dit « on veut monter une offre sur l'expérience utilisateur digitale et on veut la monter dans un cadre un peu nouveau. » Et donc on est en train de le faire avec eux. Ouais, peut-être juste pour compléter ce propos, c'est intéressant d'être dans le participatif. Après, il faut vraiment que ce soit mis en œuvre. C'est-à-dire qu'il faut aussi pas se tromper avec des questionnaires qui circulent et qui sont juste une excuse, des questionnaires qui sont inexploités derrière, ou alors donner le sentiment parfois de co-élaborer une stratégie pour que ensuite celle qui soit mise en œuvre est celle qui avait été de toute façon décidée dès le départ. Donc ça aussi, ce sont des choses qui se voient. Il y a aussi des groupes aujourd'hui qui se prétendent très décentralisés et qui dans les faits ne le sont pas du tout. Donc attention aussi aux effets, on va dire, ce que je suis dedans et ce que je montre dehors. Dernier point de mon côté, j'ai la chance de bosser pour une boîte qui est extrêmement agile, qui était une start-up il y a encore 1 an ou 2, qui est rentrée en bourse il y a 2 ans, 1 an et demi. Et je peux vous assurer que le pivot permanent, l'accélération, elle vient d'abord et avant tout des gens de l'organisation. Et pour répondre et compléter ton propos, Stéphanie, on met en place régulièrement les Américains. Alors, c'est une boîte californienne. Ils sont très friands de méthodologie top-down, bottom-up, d'avoir du retour, de partager. Je vous invite à regarder les méthodes développées par Google et autres autour des OKR, Objective and Key Results, qui permettent vraiment de décliner de manière extrêmement transparente les objectifs tels que le founder, le CEO, le board le définit, partager cette vision et le décliner dans l'organisation pour s'assurer du bon retour et de la bonne accélération et mise en œuvre de ces modèles avec une communication qui est assez phénoménale. Qui a des travers aussi parfois, parce que du coup, tous les sujets peuvent être abordés, il faut catalyser l'ensemble. Mais en tout cas, oui, cette accélération au niveau du personnel et des employés est la première source d'efficacité, je pense, en tout cas telle qu'on a pu la vivre dans notre organisation. Bonjour. Ah, pardon. Ouais. Je vois pas en fait. Tu vois pas. Bonjour. Ici. Mon nom est Laura, je travaille à l'ambassade de Grande-Bretagne à Paris. Vous avez parlé de mondialisation avant et de différents effets internationaux. Moi, ce qui m'intéresserait, c'est une question justement sur les effets d'évolution géopolitique comme le Brexit sur l'innovation dans les entreprises, que ce soit au niveau des business models ou de la façon de percevoir de nouveaux produits en général.
Bonne Question question. très, très, très sérieuse. Alors, qu'en pense un groupe américain comme Zuora? Pour nous, ça ne fait aucune différence. Ça ne fait aucune différence. Parce qu'encore une fois, nos marchés, on les voit. Encore une fois, c'est pas du one size fits all, mais quelque part, on est sur de l'accélération, sur l'accompagnement, sur des modèles économiques qui sont innovants, qui quelque part répondent aux mêmes trends sur cette éternelle insatisfaction du client. Donc, quelque part, pour nous, c'est totalement en dehors de certaines problématiques opérationnelles, mais sinon, ça n'a pas d'impact. Et l'accélération, une fois qu'elle se décline, elle se fait quel que soit le contexte géographique. Chez Mazars, le UK est le deuxième pays. Bon, évidemment, le Brexit est un sujet d'attention, mais ce n'est pas un sujet qui va ni diluer on va dire notre stratégie de croissance, les projets internationaux que nous développons ensemble avec des Anglais, des Américains, des Chinois, des Allemands, que sais-je, des Italiens, des Indiens. On va bien évidemment continuer à accélérer ensemble. Il y a une question, madame? Oui, bonjour. Moi, je voudrais savoir ce que vous pensez, en effet, par exemple, de la loi Pacte en France qui encourage les entreprises à avoir une mission sociétale. Et donc, quel est le lien finalement avec l'accélérateur? Est-ce que c'est antinomique? Est-ce que le fait d'être une entreprise à mission peut être un facteur d'accélération ou pas? Alors, plus globalement aussi, sur l'information extra-financière, enfin toute cette mouvance-là qui est extrêmement saine, évidemment. Aujourd'hui, on pouvait s'amuser au niveau d'un groupe à donner des KPI qui nous arrangeaient tout le monde, qui étaient des belles réussites de façade, qui est donc purement économique dans beaucoup de situations. Donc ça, discipline. Beaucoup, les groupes, ça les interroge beaucoup. C'est extrêmement intéressant quand on travaille avec eux parce qu'ils ont aussi conscience qu'il ne s'agit pas de faire du greenwashing ou du RSE washing. Donc il y a quand même aujourd'hui des responsabilités qui sont définies en interne au groupe pour traiter ces sujets et les traiter correctement, pas uniquement cocher les cases. Ce que je trouve ultra intéressant et qui vient juste de sortir, c'est que ça y est, la première mise en application du plan de vigilance sort. Il y a une action qui est intentée contre Total parce qu'on considère que Total ne prend pas assez de mesures par rapport à son impact sur l'environnement. Voilà, ça, c'est des choses qui apparaissent aujourd'hui. Évidemment, il faut les analyser avec une certaine mesure et il faut analyser le rapport et parce que la critique peut être frontale et peut être évidente si on n'y prend pas garde. Mais ce que je perçois moi en interne au niveau des groupes, c'est vraiment que ces questions, avant on était sur des disclosures de critères, enfin voilà, d'émissions de CO2 ou d'utilisation de l'eau, avec des groupes qui se disaient mais je sais même pas de quoi on parle, je sais même pas ce que je vais mettre un chiffre parce qu'il faut que je mette un chiffre, et voilà, il y avait une intervention pour le vérifier. Là on est dans une approche qui est quand même beaucoup plus 360, c'est-à-dire oui, c'est une entreprise qui réussit, c'est un groupe qui réussit, mais comment est-ce que ça bave sur ses collaborateurs, sur ses clients, sur ses fournisseurs, sur vraiment l'ensemble de ces parties prenantes, ce qui est extrêmement simple parce qu'il y a aussi des endroits dans la matrice où on va voir que ça tâche et donc il va falloir faire des actions pour ça. Et l'accélération, je pense, crée de nouvelles responsabilités en fait pour l'entreprise, clairement. C'est clair, ce ne sera pas au détriment d'eux parce que justement cette matrice et cette présentation montrera systématiquement quand il y a des pans du sujet qui sont complètement délaissés. Le compteur clignote. Une dernière question. Je vous prête mon micro. Une dernière question. De nombreux économistes pensent que il va falloir en effet adopter une décroissance si on veut continuer à protéger la planète. C'est quelque chose qu'on voit de plus en plus. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, en tant que spécialiste de l'accélération? Alors, on pense que la question n'est pas de décélérer. Il y a des enjeux de responsabilité. Il y a des choses qui prennent du temps, des décisions qui s'instruisent. Il y a des cycles longs en matière de recherche, en matière d'innovation. Mais je ne crois pas que la question soit de décélérer pour décélérer. Bien sûr qu'il faut intégrer ces dimensions sur lesquelles vous attirez notre attention, bien sûr.
Merci pour votre attention. Excellente journée à tous. Merci.